On va éteindre nos caméras aussi pour les personnes qui ne prennent pas parole pour éviter les distractions. Et puis, pour la période de questions, s'il vous plaît, vous pouvez les rentrer dans la partie de dialogue du chat. Puis, on va les adresser à la fin de la présentation qui devrait durer 30-35 minutes. Donc, vous aurez le temps et l'opportunité de poser vos questions assez rapidement. Donc, merci de suivre ces indications-là. Je vais présenter rapidement la chaire de recherche pour les personnes qui ne la connaissent pas nécessairement. La chaire en développement international, elle est liée donc à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval et avec un partenariat avec la FAO. Le titulaire de la chaire, c'est M. Alain Olivier, qui est professeur au département de phytologie et spécialiste en agroforesterie à l'Université Laval. Donc, la chaire concentre ses efforts sur les questions touchant spécifiquement l'agriculture, l'agroforesterie, l'alimentation, les enjeux de développement à l'échelle internationale. Il y a plusieurs volets à la chaire de recherche. Les principaux sont la poursuite des activités de recherche, le soutien de la communauté étudiante, les activités de formation et favoriser un partage des connaissances comme ce webinaire aujourd'hui. Il y a donc des étudiants et étudiantes qui gravitent autour de la chaire, comme moi, notamment en tant qu'employés, stagiaires, auxiliaires ou boursiers. Il y a un site Internet et une page Facebook que vous pouvez visiter pour en apprendre plus sur la chaire de recherche. Je vous invite à aller les visiter. Donc, sans plus tarder, pour laisser la parole à notre conférencière Sandra aujourd'hui, je vais vous la présenter. Donc, Sandra Gagnon est administratrice principale du programme Agriculture et environnement au Centre de recherche pour le développement international, CRDI, à Ottawa. Ses intérêts de recherche se concentrent sur les systèmes alimentaires inclusifs, équitables et résilients face au climat et la recherche participative. Elle possède une vaste expérience du développement rural et a notamment vécu 9 ans dans le nord de l'Argentine. Elle a obtenu un doctorat de l'Institution universitaire de hautes études internationales et du développement en Suisse, axé sur la participation des communautés autochtones à la gouvernance des ressources naturelles. Avant de rejoindre le CRDI, Sandra a travaillé à l'Institut international du développement durable, à l'IUCN, à l'Institut de hautes études internationales et du développement sur les politiques environnementales et de conservation et leurs impacts sociaux. Elle a également travaillé plusieurs années dans la recherche sur la lutte biologique contre les ravageurs des cultures et des forêts. Donc, bienvenue à Sandra et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci beaucoup, Ariane. Bonjour tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce matin, vraiment ce midi. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Je vais partager mon écran. Voilà. Ça va bien, oui? Ça fonctionne, Ariane? Oui. Donc voilà, donc merci beaucoup à tous d'être là. J'espère que tout le monde s'accroche bien en cette période de COVID. On tient bon. Donc, comme Ariane vous a parlé aujourd'hui, je vais vous parler de l'approche des systèmes alimentaires. Je vais commencer par vous parler des enjeux de l'agriculture et de l'alimentation moderne. Ensuite, je vais vous parler de l'évolution des différentes approches qui ont mené à l'approche des systèmes alimentaires. Brièvement, quelques définitions et les principaux éléments qui constituent les systèmes alimentaires. Pour vous parler un petit peu plus de la pratique, de comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les perçoit, nous, au CRDI. Juste pour vous dire, je représente aujourd'hui le CRDI. C'est une société de la couronne canadienne. Je pense que tout le monde sait bien de quelle institution il s'agit. Je pourrais en parler un petit peu plus à la fin si vous voulez. Et j'aimerais aussi parler un petit peu plus dans la pratique des exemples avec le cas actuel de la COVID. Donc, si on regarde un petit peu les enjeux de la sécurité alimentaire et de l'alimentation, on peut dire que, malgré les progrès importants au cours des dernières décennies, les systèmes agroalimentaires actuels font toujours face à des défis mondiaux et complexes. Le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire après une décennie de stagnation a recommencé à augmenter dans les dernières années. Le triple fardeau de la malnutrition, donc l'obésité, la sous-alimentation, la déficience en micronutriments, continuent à toucher des millions de personnes, en particulier les femmes. On voit aussi l'émergence et la propagation des maladies zoonotiques, la résistance des maladies, les résistances antimicrobiennes et les maladies endémiques du bétail
Et ça continue d'être des préoccupations importantes, particulièrement en ce moment en période de pandémie. On sait aussi que les politiques, les systèmes de taxation, les barrières commerciales, l'évolution des habitudes alimentaires et de la demande influent les marchés. Ça influe aussi sur les prix des denrées alimentaires. Donc, ça a un impact c'est des fluctuations qui peuvent causer des impacts parfois importants et donc un impact direct sur la sécurité alimentaire. Les conflits sociopolitiques sont aujourd'hui aussi très liés à l'agriculture et à l'alimentation mondiale. On voit que l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et la pauvreté rurale sont à la fois des causes sous-jacentes et le résultat de l'instabilité, des conflits, des inégalités socio-économiques, de la violence et même de la migration. De plus, les systèmes agroalimentaires actuels peuvent difficilement s'aligner au taux de croissance démographique qu'on voit, avec une population de plus de 9 milliards d'habitants qui est attendue d'ici 2050. Ça nécessiterait un rythme de production doublé, notamment en Afrique subsaharienne et en Asie. On voit aussi que les systèmes alimentaires sont de plus en plus vulnérables aux impacts des changements climatiques. Ils affectent la production alimentaire, la disponibilité des aliments, la qualité de l'alimentation et donc la nutrition et la santé. Ils exacerbent les inégalités socio-économiques qui sont déjà présentes dans les sociétés. Dans certaines régions très vulnérables, les changements climatiques menacent directement les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire et l'approvisionnement en eau de populations entières et surtout des femmes et des filles en situation de pauvreté. Dans certains endroits, par contre, on voit que la menace est présente, mais pas tout à fait actuelle, mais on sait que des impacts sont attendus. Par exemple, en Bolivie, la fonte des glaciers a jusqu'à maintenant pas tellement eu d'impact pour les cultivateurs si on compare à d'autres régions du monde. Par contre, on sait que selon les modèles actuels, la moitié des glaciers auront disparu dans les 40 prochaines années. Donc, on se demande qu'est-ce qui va se passer dans les villes comme Cochabamba ou El Alto, dont l'approvisionnement en eau dépend directement de la fonte des glaciers ou pour les producteurs du pays. On remarque aussi qu'alors que les changements climatiques ont un impact très fort sur les systèmes alimentaires, l'inverse est aussi vrai. Les structures actuelles de production et les chaînes d'approvisionnement et de consommation contribuent au changement climatique. En fait, à l'échelle mondiale, on estime que les systèmes alimentaires sont responsables de plus de 25 % des émissions de carbone. Les agricultrices, en particulier les exploitantes de petite échelle et à faible revenu, sont comparativement désavantagées dans les systèmes alimentaires actuels, surtout dans le Sud, vu les normes sociales qui sont souvent discriminatoires et les barrières structurelles qui déterminent notamment l'accès à la terre, l'accès au bétail, la distribution genrée des rôles et des responsabilités. Donc, ça engendre un accès inégal à l'information, aux compétences, aux ressources en matière de nutrition, de résilience climatique et de revenus. Donc, pour répondre à ces défis, la plupart des programmes traditionnels de développement qui s'intéressaient à la sécurité alimentaire ont eu tendance à adopter une approche qui est axée sur la production. Donc, dans quelques régions du monde, c'est vrai, par exemple en Afrique subsaharienne, c'est vrai que la production insuffisante et inadéquate est souvent une des raisons à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Par contre, vu le rythme dramatique des changements climatiques, comment ça a un impact sur les systèmes alimentaires, aussi les conflits sociopolitiques, ça fait en sorte que le système est maintenant beaucoup plus complexe. Et aussi, l'accent qui a été mis sur la production alimentaire principalement, ça conduit à négliger d'autres domaines qui expliquent les causes profondes de la sous-performance des systèmes, particulièrement quand on parle de santé, d'équité puis de résilience. Ça fait aussi en sorte qu'on oublie certains points de levier à partir desquels on aurait pu induire des impacts plus importants. Par exemple, si on s'intéresse aussi à la demande et pas seulement à l'offre, à la production, on s'assure que des produits qui sont peut-être plus santé et qui sont développés soient mieux reçus dans la société, ou à tout le moins, on peut comprendre pourquoi ils ne sont pas bien reçus dans certaines situations et peut-être corriger le tir éventuellement. D'autres approches ont ensuite pris de l'ampleur en recherche et développement, notamment celle des chaînes de valeur, qui utilisent la pensée systémique pour analyser toutes les étapes d'une chaîne et examiner comment et de quelle manière la valeur est créée et capturée par chacun des acteurs de la chaîne de valeur. Donc, les producteurs, les travailleurs de la transformation, les commerçants, les transporteurs, les organisations d'agriculteurs, les gouvernements, les consommateurs. Et donc, on va proposer des interventions le long de la chaîne pour améliorer la performance.
Par contre, cette approche, elle se concentre sur un produit en particulier, donc on ne tient pas compte des interdépendances entre différentes chaînes de valeur. Et ça peut causer problème parce que même si la plupart on voit aujourd'hui qu'il y a une certaine spécialisation dans l'agriculture, les agriculteurs, surtout au sud, et en particulier les exploitants de petite échelle, ils se limitent souvent pas à une seule culture. Ils vont en combiner plusieurs. Ils vont combiner la culture de plantes avec d'autres activités comme l'élevage, la pêche, la foresterie. En plus, les consommateurs vont évidemment pas se limiter à un seul produit et le régime alimentaire typique va être composé de plusieurs produits. Une autre approche qui est de plus en plus populaire, ou qui l'a été déjà depuis un certain moment, c'est l'approche par les systèmes de marché qui permet de s'attaquer aux différentes contraintes qui empêchent l'accès au marché et qui peuvent toucher plusieurs chaînes de valeur en même temps. Donc, un exemple d'outil, c'est de renforcer l'accès aux services financiers des agriculteurs, par exemple, par un système de crédit. L'approche par les systèmes comme l'approche par les systèmes de valeur, les chaînes de valeur, cette approche par les systèmes de marché a tendance aussi à se limiter à juste un outil ou à un groupe d'outils ou à juste un marché. Donc, on fait face encore une fois à une perspective peut-être un peu réduite par rapport à ce qui pourrait être fait. Donc, ça, en gros, on peut dire que la plupart des approches tendent à évaluer et à corriger les systèmes de production et de consommation en se centrant sur l'amélioration de l'efficacité d'un des éléments ou d'une activité en particulier, puis en faisant le pari qu'à travers ça, on va améliorer l'efficacité de l'ensemble du système pour réduire la faim et la malnutrition. Mais pour comprendre ce qui se passe et agir et générer des impacts à plus grande échelle en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle, ça prend un cadre qui est plus coordonné, plus complet, qui tient compte de toutes les interactions entre les chaînes, entre les acteurs, qui tient compte de la diversité, de la complexité de la situation, du contexte, d'une manière holistique et durable. L'approche par les systèmes permet de faire ça. Ça permet d'identifier, analyser, évaluer l'impact des différents acteurs, des différentes activités et des résultats de ces activités afin d'identifier les points d'intervention qui auront le plus d'impact. Ça permet de dépasser l'approche par les filières ou par les secteurs, en tenant compte de la complexité de l'environnement, l'interdépendance des enjeux économiques, sanitaires, environnementaux, socioculturels et politiques. Ça permet d'identifier les nœuds et les leviers pour amener des changements qui sont durables tant dans la pratique que dans les politiques. Si on l'applique à l'agriculture, donc les systèmes alimentaires deviennent la façon dont nous produisons la nourriture, dont nous l'acheminons de la ferme à l'assiette, mais aussi tous les processus et infrastructures qui sont impliqués dans l'alimentation d'une population et la gouvernance et la gestion de ces processus. La notion de système alimentaire, en fait, elle date de bien longtemps. Mallassis la définissait déjà en 1979 comme la manière dont les hommes s'organisent dans l'espace et dans le temps pour obtenir et consommer leur nourriture. Une définition un peu plus moderne qui nous est offerte par le groupe d'experts de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition de la FAO, donc le HLPE pour l'acronyme anglais, le High Level Panel of Experts. Selon eux, les systèmes alimentaires, c'est l'ensemble des éléments, donc l'environnement, les individus, les apports, les processus, les infrastructures, les institutions et des activités liées à la production, la transformation, la distribution, la préparation et la consommation des denrées alimentaires, ainsi que le résultat de ces activités, notamment sur le plan socio-économique et environnemental. Une bonne façon de représenter les systèmes alimentaires, c'est la roue de la FAO. Donc, c'est un cadre qui est fondé sur les objectifs de réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui sont intégrés dans les 3 dimensions de la durabilité, donc économique, sociale et environnementale. Le cadre est défini par le comportement des acteurs, les activités à travers circulent les produits alimentaires, donc la production, la transformation, etc., et l'élimination des déchets et les services qui soutiennent la circulation des aliments. Et ces activités s'inscrivent dans l'environnement naturel et dans le contexte de la société, qui comprend les politiques, les lois, les réglementations, les normes socioculturelles, les infrastructures, les organisations. Ce contexte est parfois très déterminant. Par exemple, des efforts pour améliorer la nutrition infantile en s'attaquant à plusieurs chaînes de valeur peuvent être complètement contrecarrés par des incitations et des taxes gouvernementales en faveur des grandes compagnies productrices d'aliments transformés et sucrés, qui vont entraver les efforts pour favoriser une production locale d'aliments frais et plus sains. C'est ce que nous, on a observé dans un de nos projets dans les Caraïbes qui s'intitulait « De la ferme à la fourchette ».
Par contre, ces mêmes incitations au crédit, ou en tout cas l'inverse de ces incitations, peuvent aussi être utilisées pour favoriser au contraire une production de produits et d'aliments plus sains. Donc, on peut aussi renverser les choses. Un autre modèle pour représenter les systèmes alimentaires, c'est celui de Sant'Andreu Hippolyte. Eux, ils partent des mêmes catégories, donc les activités, les acteurs, le contexte, mais ils intègrent aussi la notion d'échelle. Donc, est-ce qu'on parle du système alimentaire d'un quartier, d'une ville, d'un pays, par exemple? Ils intègrent aussi des dimensions stratégiques qui peuvent être essentielles et même devenir le focus d'une analyse de système alimentaire. Par exemple, la question du droit à l'alimentation et un environnement sain. La question de la souveraineté alimentaire et l'autonomie alimentaire. La question de l'alimentation culturellement appropriée. La mondialisation. Dans quelle mesure est-ce que le système est basé sur l'importation d'aliments qui sont produits de l'autre côté de la planète par rapport à une production plutôt locale et un circuit court? Quel est l'impact carbone du transport associé au transport de ces denrées et comment est-ce qu'on en tient compte? Les systèmes alimentaires, en général, incluent différents modèles alimentaires. Donc, par exemple, un exemple de modèle, c'est le modèle par exemple, le modèle de proximité, où les aliments sont produits localement et sont consommés localement. Un autre exemple, c'est le modèle agro-industriel, qui repose sur une logique de maximisation du profit basée sur les économies d'échelle. Ou, par exemple, les modèles de labels de qualité, comme les produits bio, les produits équitables. Ces différents modèles, souvent, vont cohabiter dans les systèmes alimentaires. Par exemple, un distributeur peut fournir des produits issus de circuits courts, de l'agriculture biologique, de commerce équitable, aux côtés de produits issus de l'agro-industrie. Et la plupart des consommateurs, comme je dis plus tôt, vont assurer leur alimentation à partir de différents modèles et on va retrouver dans les cuisines typiques des produits qui sont issus de la production locale, de la production agro-industrielle, etc. La cohabitation de ces différents modèles-là à l'intérieur d'un système est souhaitable parce que chacun peut apporter des avantages. Par exemple, le développement dans les modèles plus alternatifs, de nouvelles pratiques plus agroécologiques ou agroforesterie, des démarches participatives ou des modes de consommation plus engagés, ça a suscité des innovations dans les systèmes agroalimentaires qui sont dominés par le modèle agro-industriel. C'est comme ça, par exemple, qu'on voit maintenant très facilement des produits issus de l'agriculture bio dans les supermarchés de grande surface. Et à l'inverse, des innovations dans la traçabilité, dans l'assurance qualité, dans la logistique ou dans la gestion des chaînes de valeur qui sont plutôt attribuées au modèle agro-industriel peuvent aussi être intégrées dans les circuits alternatifs et leur donner une nouvelle ampleur et leur permettre de mieux répondre à la demande. Et bon, maintenant, j'aimerais vous montrer un petit peu comment ça pourrait se passer une analyse d'un système alimentaire en vous donnant un exemple d'une métropole, d'une ville. Donc, on peut commencer par identifier les différentes chaînes de valeur qui sont déterminantes dans cette ville, les différents acteurs, on va clarifier le rôle et l'importance et on va faire une cartographie des acteurs. Donc, il y a toute une méthodologie associée à ça, mais j'aimerais surtout me concentrer sur ce qui touche au système. Donc, on va ensuite regarder plus précisément les activités et on va les analyser en fonction des différentes dimensions relatives aux systèmes alimentaires. Donc, par exemple, si on prend l'environnement et les changements climatiques, on va d'abord regarder la production dans les différentes chaînes de valeur. On va voir comment est-ce que ça affecte la santé des écosystèmes, quel est l'impact sur l'émission de carbone, la régénération des écosystèmes éventuellement, par exemple. Au niveau de la distribution et de la commercialisation, on va s'intéresser aux émissions de carbone qui sont dues au transport et à l'entreposage, mais aussi, par exemple, à la production de plastique pour l'emballage. Au niveau de la consommation, on va regarder les modèles qui sont prédominants dans le système, soit bio, soit de proximité, agro-industriel. L'adoption, par exemple, de diètes durables. Pour la gestion des déchets, on va regarder surtout le gaspillage et les systèmes de gestion. Et ainsi de suite, on va aborder toutes les différentes activités et les différentes dimensions en s'assurant de couvrir tous les chaînes alimentaires principales et les acteurs. Et on va essayer d'identifier les points d'entrée pour commencer à travailler dans les endroits qui sont peut-être les plus urgents ou où il y a plus de nécessité pour un impact. Dans le groupe Agriculture et sécurité alimentaire auquel j'appartiens au CRDI, en fait, le groupe travaille depuis plus de 10 ans sur la sécurité alimentaire,
mais on n'applique pas une approche on n'a pas une approche des systèmes depuis le début, évidemment. C'est pas venu du jour au lendemain, ça a été progressif. Et on a intégré petit à petit les différentes dimensions de l'approche par les systèmes. Juste pour vous donner un exemple de comment ça s'est passé, si on veut, dans la pratique. On a un de nos projets en Colombie où des chercheurs ont développé, à l'aide de connaissances tant scientifiques que traditionnelles, des nouvelles variétés de pommes de terre qui sont plus nutritives, plus productives et plus résistantes au mildiou et à la sécheresse. Donc, l'équipe a travaillé aussi avec des entrepreneurs locaux, avec le secteur public, pour mettre à l'échelle la production et la consommation à travers toute la Colombie. Ils ont réussi à obtenir une augmentation du revenu des producteurs de jusqu'à 18 % grâce à la productivité qui était plus élevée de ces pommes de terre. Et plus de 6,5 millions de Colombiens ont eu accès aux nouvelles variétés de pommes de terre, qui sont plus nutritives, donc avec 19 % plus de fer et 17 % plus de zinc. Donc, jusque-là, on parle d'une approche système de valeur typique, donc celle de la pomme de terre. Mais le projet est allé plus loin dans le cadre de deuxième phase, un peu plus axé sur l'approche des systèmes. Et donc, ils ont utilisé cette innovation-là comme point d'entrée pour développer une approche plus globale pour améliorer l'état nutritionnel des populations rurales et urbaines dans 2 régions de la Colombie. Ils ont travaillé avec des groupes de femmes autochtones. Ils ont créé des écoles de leaders communautaires en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ils ont réussi à former jusqu'à 300 leaders comme ça, principalement des femmes et des jeunes. Ils ont revalorisé à travers tout le projet les potagers traditionnels, les chagras, pour augmenter l'agrobiodiversité au niveau local, mais aussi la diversité du régime alimentaire des familles. Ils ont travaillé en étroite collaboration avec les politiques locales et nationales pour documenter le problème de la malnutrition et concevoir une approche plus au niveau national. Et parmi les familles participantes, le nombre de ménages qui étaient considérés en état d'insécurité alimentaire est passé de 81 % à 41 % dans le cadre du projet. Et les ménages qui avaient une alimentation diversifiée et adéquate est passé de 17 % à 52 % au cours du projet. Un autre exemple, une équipe d'un projet qu'on a appuyé s'est intéressée aux haricots comme étant une source importante de protéines, en particulier pour les ménages à faible revenu et revenu moyen dans certains pays du Sud, en Afrique de l'Est en particulier, pour ce projet-là. Donc, on sait que la consommation des haricots est souvent limitée vu les besoins élevés en énergie et en eau pour la cuisson, puis aussi à cause du temps de cuisson. Ça prend souvent jusqu'à 2 à 3 heures pour les cuire. Donc, l'équipe a cherché à développer des produits à base de haricots qui étaient abordables, pratiques, disponibles en magasin et en petits magasins au niveau local aussi, et qui nécessitent moins de temps, de combustible et d'eau pour cuire, pour augmenter la consommation des haricots et le revenu des producteurs, pour améliorer la santé des consommateurs et préserver l'environnement. Donc, le projet a testé 47 variétés d'haricots. Ils ont réussi à produire 3 produits à base de haricots pré-cuits, des haricots qui cuisent en 10 à 15 minutes, de la farine de haricots et des collations prêtes à manger vendues localement par des petits vendeurs sur les rues. Différents modèles d'approvisionnement ont été testés, des modèles d'approvisionnement aussi en semences pour assurer la pérennité du projet, des modèles de crédit où les petits producteurs pouvaient rembourser à l'aide des semences qu'ils avaient produites. Des modèles de marketing ont été aussi testés, comme par exemple des systèmes de production et de commercialisation communautaire qui impliquent des groupes de petits producteurs ou des modèles de commercialisation collective accompagnés d'un soutien au crédit. Donc, parmi les réalisations du projet, on a réussi à augmenter la production et réduire les pertes après récolte et un meilleur accès aux ressources et au marché pour les producteurs. Une augmentation aussi de l'accès des femmes au crédit, une diminution du temps passé par les femmes pour aller chercher de l'eau et du bois de chauffage grâce à la réduction du temps de cuisson des haricots, une augmentation du revenu moyen des femmes, création d'opportunités d'emploi. Le projet a aussi eu un impact au niveau des politiques en produisant des normes de référence pour éclairer des politiques et le développement de projets similaires. Et donc, dans une optique de système, il serait intéressant dans une phase ultérieure, et c'est aussi ce vers quoi on va,
d'analyser les systèmes alimentaires au complet des sites qui ont été à l'étude et voir comment cette chaîne de valeur interagit avec les autres chaînes de valeur et aussi, surtout, d'intégrer les dimensions environnementales, surtout par rapport au changement climatique. Par exemple, dans toutes les variétés qui ont été testées, lesquelles confèrent une tolérance aux variations climatiques, par exemple, une tolérance à la sécheresse, et est-ce qu'il serait possible de mettre plutôt l'emphase sur ces variétés-là? Donc, en fait, le groupe Agriculture et Sécurité alimentaire au CRDI, on a, en plus de considérer les chaînes de valeur, les outils financiers et le genre, comme j'en ai parlé dans les deux exemples précédents, on insiste de plus en plus sur la résilience au changement climatique et aux autres chocs, comme par exemple la pandémie actuelle, avec l'objectif général d'appuyer la transformation des systèmes alimentaires afin qu'ils soient plus diversifiés, qu'ils augmentent la résilience des communautés face au changement climatique, mais aussi aux autres chocs, et qu'ils permettent un accès équitable à une diète nutritive et saine, avec un accent particulier sur les femmes productrices de petite échelle. On a développé une initiative sur les systèmes alimentaires et les pandémies dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 qui s'inscrit directement dans cette approche et dans l'approche des systèmes. Donc, on sait, la pandémie de la COVID-19 et les mesures de distanciation sociale qui ont été, les mesures de restriction à la mobilité qui ont été adoptées par les différents pays, ça a généré beaucoup de défis et des répercussions sur la capacité des populations à accéder à des aliments frais et nutritifs. Les mesures ont affecté et continuent d'affecter de manière disproportionnée les pauvres, les migrants, les personnes vivant de l'économie informelle. On l'a vu dans les médias, c'est noté un peu partout. La production alimentaire a été perturbée à l'échelle globale. La circulation des semences, des intrants agricoles, de la main-d'œuvre a été réduite, parfois même complètement bloquée. Les pertes après récolte des produits frais ont augmenté en raison de la capacité de stockage qui est souvent limitée, les possibilités de transport aussi qui sont limitées et souvent l'accès aux marchés qui ont été, dans certains cas, très perturbés. Donc, dans notre groupe, on a développé une initiative qui s'est déclinée en deux volets, qui avait pour but, d'une part, de documenter les impacts de la crise de la COVID-19 et des mesures de contrôle sur les systèmes alimentaires locaux et sur la sécurité alimentaire, surtout des groupes vulnérables. Et d'autre part, d'évaluer l'efficacité des réponses à la crise alimentaire qui a été induite par la COVID-19 dans certains contextes et l'impact des mesures sur les systèmes alimentaires et comment les mesures ont protégé ou contraint la production, l'offre et l'accès à la nourriture et comment ça a eu un effet sur les relations et l'équité de genre. Les deux volets aussi ont pour but d'informer les pays de la meilleure façon de répondre efficacement à la crise de la COVID et aux vagues ultérieures, dont on est témoin maintenant, et aux éventuels chocs futurs. Parmi les projets qui ont été sélectionnés, dans le cadre du volet 1, on a un projet qui va évaluer la manière dont les perturbations dues à la COVID-19 affectent les systèmes alimentaires, plus particulièrement la production, la nutrition et le revenu au niveau des ménages ruraux et l'autonomisation des femmes en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali et au Sénégal. Un projet dans le cadre du deuxième volet va étudier comment les chocs multidimensionnels de la COVID renforcent les vulnérabilités existantes dans les systèmes alimentaires locaux et en créer de nouvelles, et va proposer un outil d'aide à la décision pour améliorer les mécanismes de protection sociale nationale et renforcer les systèmes alimentaires locaux au Sénégal. Il y a un autre projet développé au Burkina Faso et au Sénégal s'intéresse aux impacts de la pandémie et des mesures pour la contrôler sur les piliers de la sécurité alimentaire, donc la disponibilité, l'accès et l'utilisation des aliments et la stabilité des trois, en particulier des ménages ruraux, pauvres et vulnérables, et aussi identifier des stratégies et des pratiques pour assurer des systèmes alimentaires plus résilients face aux chocs. D'autres projets aussi qu'on a adoptés récemment traitent des impacts de la COVID. Ils ne sont pas nécessairement partie prenante de cette initiative, mais c'est vraiment vers ce vers quoi on se concentre en ce moment. Donc, l'un d'eux vise à promouvoir l'agriculture de petite et moyenne échelle en Amérique latine et les systèmes agroalimentaires qui sont plus durables, inclusifs et plus résistants aux chocs comme ceux de la COVID-19, de façon à contribuer à atténuer l'impact des chocs sur la sécurité alimentaire et la consommation des plus vulnérables, particulièrement des femmes. Donc, en conclusion, on peut dire que avec les systèmes alimentaires qui sont de plus en plus mondialisés,
Les défis de l'agriculture et de l'alimentation impliquent des interactions à différentes échelles et à différents niveaux. Ça nécessite des actions intégrées prises par toutes les parties prenantes, par les acteurs privés, les acteurs publics, les coopératives, sur de multiples fronts, non seulement dans l'agriculture, mais aussi dans le commerce, dans la politique, la santé, l'environnement, les normes, l'éducation, les transports, les infrastructures. Les systèmes alimentaires, c'est un bon concept pour appréhender ces défis, mais ce n'est pas pour dire non plus que tout le reste est à jeter. Comme je l'ai dit plus tôt, nous, on continue à travailler avec les approches des chaînes de valeur, avec les outils financiers, parce qu'on ne peut pas toujours s'attaquer de front à tous les problèmes qui entourent un système alimentaire. Et dans plusieurs situations, une attention accrue sur une chaîne de valeur en particulier peut apporter plus d'impact. Surtout si, par exemple, d'autres points d'entrée sont hors de portée pour les acteurs avec lesquels on travaille, ou si ils ont fait l'objet d'analyses dans un autre contexte, ou ils sont abordés par d'autres acteurs. Donc, ça ouvre aussi la porte au travail par réseau qui peut être aussi bénéfique, évidemment. Donc, voilà, c'est tout de mon côté. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère qu'on peut poursuivre sur une discussion entre tout le monde. Merci.